Merci pour ce brillant plaidoyer. Et on va avoir la possibilité d'un débat pendant en gros une demi-heure, puisqu'un buffet est prévu ensuite à la sortie de cette salle. Je dis bien à la sortie de cette salle. Il n'est pas possible de pouvoir, même si le buffet le permettrait, mais il n'est pas possible de rentrer avec de la nourriture dans cette salle. Donc le débat va porter, je vous propose de rester sur des questions un petit peu générales, puisque cet après-midi et demain, il y a des ateliers plus spécifiques, donc les questions plus particulières liées à l'école, aux religions, à la société, à l'égalité homme-femme, pourront être posées dans le cadre de ces tables rondes. Donc il y a un micro qui va circuler, je sais pas, 2 micros, donc voilà, il suffit de demander la parole. Ne perdons pas de temps, parce que le temps nous est compté. Alors, qui souhaite ouvrir les débats? Voilà, Martine, ici, devant là. Je demanderai aux intervenants de se présenter. Oui. Martine Cohen, sociologue. Donc, je voudrais poser une question à Jean-Paul Martin, dont j'ai beaucoup apprécié l'exposé, pour l'inciter à continuer une réflexion. Si j'ai bien compris son propos, c'est un peu l'histoire d'une poursuite de, je ne sais pas si le terme te plaira, mais de reculade, du fait que l'État a perdu de sa superbe, de plus en plus. L'État est devenu de moins en moins l'État enseignant. Et je me disais qu'il y avait une difficulté à vouloir l'État enseignant tout en refusant l'idée de religion civile. Qu'est-ce que c'est cet État enseignant? Je ne dis pas qu'il doit forcément avoir une religion civile, mais qu'est-ce que c'est cet État enseignant? De quoi il est enseignant, sans être dans l'idée d'une religion civile? Et puis, voilà, donc aujourd'hui, on n'est plus dans l'État enseignant, on n'est plus là-dedans, et à la fois, cet imaginaire de l'État enseignant qui surplombe est toujours présent. Alors que la société civile s'est beaucoup manifestée, émancipée, mais en même temps, elle peine à perdre plutôt, à quitter son accroche avec un État qui surplombe, qui enseigne, qui donne la voix. Juste un exemple, quand Jospin a dit « l'État ne peut pas tout », eh bien, il s'est fait taper sur les doigts. Donc, voilà. Donc, comment on peut continuer? Qui est-ce qu'il faudrait, entre guillemets, convertir pour que on passe à un autre imaginaire que celui de l'État surplombant? Merci. Passe le micro à côté. Jean. Non. Oui, merci aux différents intervenants. Donc, Jean Bobéro, donc. Oui, Jean Bobéro. Alors, j'aurais une petite question à Jean-Paul Martin, qui a fait un très, très bel exposé. Mais quand Ricoeur parle de laïcité d'abstention au niveau de l'État, est-ce que la formule n'est pas dangereuse? Parce que Frédéric de la Morena a bien montré que ce n'était pas une laïcité d'abstention, déjà, de l'État. Est-ce que ce n'était pas la représentation sociale qu'on avait de la laïcité de l'État à l'époque qui a fait donner cette formule à Ricoeur? Est-ce qu'elle est vraiment juste? Moi, personnellement, je la trouve dangereuse et je la trouve notamment pas fidèle à l'article 1, à l'article 2 avec les aumôneries, l'article 4 de la loi de séparation. J'aurais aussi une question à Frédéric de la Monnaie. L'exposé également était très, très riche, mais je n'ai pas bien compris. Il y a eu une allusion sur la République n'est pas la démocratie. J'aimerais qu'elle soit précisée, parce que les caractéristiques de la République, comme vous le savez, c'est d'être indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et donc, est-ce que j'ai bien compris? J'ai en tout cas un problème avec l'allusion, mais qui a été très rapide. Bon. Et puis, j'ai une autre question. La République est indivisible. Bon, on a le statut justement particulier de l'Alsace-Moselle. Là aussi, vous y avez fait allusion vraiment très très rapidement. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là le plus gros problème de la laïcité en France?
le fait qu'en Alsace-Moselle, il n'y ait pas la loi de séparation, il n'y ait pas l'école publique laïque. Est-ce que, quid de la décision du Conseil constitutionnel? Comment vous réagissez? Enfin, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce sujet. On va prendre encore 2 ou 3 demandes d'intervention. Alors ici, d'abord à vous. Allez. Donc, Bonjour, Marc Lebray, association Carrefour des mondes et des cultures et coordination interreligieuse du Grand Paris. Moi, il me semble que sur la laïcité, finalement, il y a quand même un grand consensus sur ces 4 piliers, mais que c'est dans la mise en œuvre concrète que finalement il y a des affrontements. Les 4 piliers, je reprends très brièvement, et je remercie à Jean Bobéro d'avoir complété ce qu'on avait commencé à définir. Donc, c'est pilier de moyens, donc séparation des pouvoirs. Deuxièmement, neutralité, et 2 piliers de résultats, liberté de conscience, et puis égalité et non-discrimination. Bon, là, je crois qu'il y a consensus globalement sur ça maintenant en France. L'Église, depuis 1948, depuis Vatican II, admet ça, et bon. Mais, point concret, question concrète. Par exemple, récemment, il y a eu un mini-scandale à l'université Paris 13, je crois, sur un local qui a été détourné de son usage, c'est vrai, donc c'est problématique, et qui est devenu un local pour des prières pour des étudiants musulmans. Moi, je reprendrai l'exemple concret d'une école d'enseignement supérieur à laquelle j'ai appartenu. Il y a eu un grand débat idéologique dans les années 70, si on peut dire, parce que c'était, faut-il construire une piscine ou faut-il construire un lieu de culte intercultuel? Finalement, à l'association des anciens, grosse bataille. Et c'est le lieu de culte qui l'a emporté. Et c'est devenu, ça s'appelle l'Escargot. Et c'est devenu un lieu de culte, d'abord pour des cathos, parce qu'il était assez majoritaire, mais maintenant, il y a des autres, il y a des juifs, bien sûr, et puis il y a de plus en plus de musulmans. Et donc, voilà. Et donc, ça ne pose strictement aucun problème qu'il y ait sur le campus, il y a un restaurant universitaire, et puis il y a un escargot qui fait un lieu intercultuel, qui sert, je suppose, je vérifie quand même, mais à des réunions qui ne sont pas d'ailleurs religieuses. Ça peut être un local à disposition de tous, y compris de non-croyants. Je pense que c'est certainement possible. Il faudrait vérifier quand même. Mais bon, voilà, c'est un exemple très concret. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les étudiants musulmans ou autres, est-ce que les bouddhistes qui font leur méditation ne fassent pas ça dans le cadre de l'université, d'un campus universitaire, dans un local dédié, plutôt qu'on leur en empêche? Donc où est-ce qu'ils font ça? Ils se sentent pas reconnus, ils se sentent un peu exclus. Voilà. Et là, la fraternité, le pacte républicain, quelque part, la confiance, en prennent pour leur grade, si je puis dire. Voilà. Il ne faut pas inclure plutôt que d'exclure, tout simplement. Je simplifie. Merci. Oui, Michel Miaille, j'ai 2 questions, une pour ma collègue de la Morena. Vous avez rapidement parlé aujourd'hui du droit européen, et je pense que ça mérite un peu notre réflexion. Je sais bien, on ne peut pas tout dire, hein. Je sais bien, mais il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme vient de temps en temps sanctionner un certain nombre de manifestations ou d'organisations qui sont propres à la France. Les 2 dernières décisions, je pense, juillet 2014 sur la loi sur la dissimulation du visage, ou un peu avant la loi sur le foulard, on a dit à l'école, ont donné raison à la République. Mais c'est très fragile. Et il n'est pas du tout sûr que la jurisprudence de la Cour européenne aille toujours dans le sens de la laïcité française. Pour 2 raisons. D'abord parce que dans les juges, nous sommes minoritaires, de toute façon. C'est une majorité qui l'emporte. Et le système français apparaît comme tellement dérogatoire au reste de l'Europe qu'on se demande pourquoi ces coqs gaulois veulent absolument garder un régime particulier. Donc comment on peut être vigilant sur le fait que, bien sûr, pour le moment, nous sommes bénéficiaires de la défense des libertés, y compris religieuses, mais que ça peut se retourner parce que nous ne sommes pas représentatifs d'une tradition majoritaire européenne. Et on voit très bien quel est le système belgeo ou belgo-anglais, on pourrait imaginer. Et puis j'aurais une question pour Eddy Plenel. Bon, moi j'apprécie tout à fait son cri d'alarme sur la République. Simplement un flashback sur l'ouvrage que tout le monde connaît qui s'appelle Le contrat social de Rousseau, où pendant 200 pages, Rousseau explique la Constitution la plus parfaite. Et elle est ultra-démocratique, on ne pourra pas dire le contraire. Et il clôt par un chapitre qui s'appelle la religion civile. Il dit tout ça, ça ne tiendra pas s'il n'y a pas quelque part un endroit où l'on dit
que les lois de la République sont saintes et que celui qui n'admettra pas les lois de la République devrait être exclu. Il prévoit même la peine de mort. Autrement dit, il faut qu'il y ait une adhésion qu'il appelle la religion civile, qui n'a rien à voir avec une religion révélée, hein, mais qui est la foi, on pourrait dire, donnée à la sainteté du contrat. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Alors, une ou deux interventions encore. Derrière, là. Passez le micro. Oui, bonjour. Nicole Raffin, secrétaire générale de Regard de Femmes. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur sur l'université de Paris 13 en Seine-Saint-Denis à propos des problèmes religieux dans l'université. Et je voudrais poser une question. Je voudrais que Frédéric de la Morena confirme ce qu'elle a dit sur l'université, sur les parents accompagnateurs et sur, moi je pense que, et si elle pense comme moi, que la loi de 2004 aurait dû être étendue à l'université, parce que la loi de 2004 dans les écoles a été pacificatrice. On a cru que ça créerait des problèmes, mais non, il n'y a pas eu de problème. C'est hélas Lionel Jospin en 89, en renvoyant au Conseil constitutionnel, qui a créé tous les problèmes, parce que ne pas voir de signes religieux dans l'école a créé une paix qui a permis aux enseignants de travailler et de pas être et aussi aux enfants de ne pas avoir de dogme religieux qui impose qui passe au-dessus du savoir et de la raison et de la libre conscience. Et là, à l'université, c'est vraiment voilà. Je voudrais par rapport à Samuel Mayol, dont vous avez parlé, qui est attaqué injustement avec ces tapis de prière. Moi, je voudrais avoir l'avis de Frédéric sur ce sujet. Merci. Alors, une dernière intervention là-bas. Sophie, sois sage, dit ma voisine. Je vais être sage, mais je vais essayer surtout d'être claire, et c'est pas évident parce que je vois vaguement de ce que je... Vous avez abondamment parlé de public et de privé, mais j'ai l'impression qu'une des frontières, parce que toute la laïcité est question de frontières, qui est très fragilisée, c'est cognitif, non cognitif. Et quand on parle de l'histoire, c'était quand même une frontière qui était très clairement établie dans l'esprit des républicains, des pères fondateurs dont on nous a beaucoup parlé, alors qu'on est quand même dans une situation actuellement où les gens qui sont très très certains de la frontière entre ce qui est cognitif et donc susceptible de certitude et ce qui est non cognitif et qui donc échappe à tout espoir de résolution par un algorithme rationnel. Les gens qui sont en gros, c'est très clair, c'est que ceux qui sont convaincus d'être directement branchés sur la source de vérité sont pas du côté de la République laïque, de la véritable laïcité telle que nous la comprenons. Alors que de plus en plus, nous, si je comprends bien, mon ami Jean-Paul Martin donne une large place, si j'ai bien compris, je crois aussi, à la délibération, à une laïcité de délibération. Si j'ai bien entendu aussi Edwy Plenel, j'ai bien entendu, parce que je la comprends très bien, peut-être avec l'idée de Castoriadis derrière, mais cette force donnée à l'imaginaire, à la capacité que nous avons à créer des significations nouvelles, donc à sortir de notre crise des significations. Si je comprends bien aussi, Madame de la Morena, vous êtes du côté du droit, mais quand vous faites allusion à l'homme et le citoyen, il faut se rendre compte que en 89, l'homme est du côté de l'universel, du droit naturel pour Rousseau, et donc pour les gens qui écrivent, les gens de 89 sont rousseauistes jusqu'à la moelle. Donc en fait, le citoyen est du côté de la religion civile. Le citoyen n'est pas du tout du côté du public tel que vous l'avez défini. Le citoyen, il est là. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne croit plus au droit naturel ? Qu'est-ce qu'on fait quand on
naît dans l'appel à l'espoir, à l'espérance, à l'imagination, à l'entraînement, au mouvement. Qu'est-ce qu'on fait quand on croit à la délibération, mais que rien dans nos structures conservatrices, à l'école, n'est fait pour vraiment assurer de la délibération rationnelle, intelligente? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas débattre, on ne sait que polémiquer, on ne sait qu'insulter, on ne sait que dénoncer? Bien, on va donc commencer à répondre. On fera un deuxième tour ensuite. Peut-être Jean-Paul d'abord sur les 2 ou 3 questions qui t'ont été posées par rapport à la laïcité d'abstention, par rapport à la reculade de l'État, par rapport à la religion civile, par rapport aussi à la délibération. Oui, merci. Si j'ai bien compris les 2 questions de Martine et de Jean, elles ont un point commun, c'est qu'elles amènent à préciser le sens des mots, ou de certains mots. Alors, je dois dire d'abord, je ne suis pas un fétichiste des mots, personnellement. C'est-à-dire, je crois que surtout quand on parle de laïcité, je ne sais plus qui disait, c'est une notion qui a peut-être plus de valeur que de sens, hein. Bon, et je crois qu'on pourrait l'appliquer à beaucoup de ces déclinaisons. Et en tout cas, ce qui me paraît important, c'est peut-être qu'on ne peut préciser souvent le sens des mots, en particulier ceux que vous me demandez de préciser, que par opposition à d'autres. C'est-à-dire c'est dans des couples de mots que les significations surgissent. Par exemple, tu me parles, Martine, de religion civile. En quoi la morale laïque n'est pas une religion civile? Si j'ai bien compris le sens de ta question, c'est un peu ça. Bon, ce que j'ai simplement voulu dire, moi, c'est que il me semble que dans l'histoire, et notamment par la médiation de cette question de l'athéisme et de la reconnaissance de l'inclusion des athées dans la laïcité, qui n'était pas quelque chose d'évident. Hein, j'ai pas eu le temps de le préciser, mais au XIXe siècle, il y a aussi des préjugés contre les athées. Je veux dire, c'est pas évident que la liberté de conscience, elle s'applique comme ça très facilement. Donc, quand la Ligue ou le Grand Orient de France disent, voilà, la liberté de conscience, ça vaut aussi pour les athées, ça a quelque chose d'un peu transgressif. Et effectivement, ça s'oppose à une religion civile dans le sens précis du mot à l'anglo-saxonne, si vous voulez, où la référence déiste est malgré tout présente comme une garantie, parce que les athées, on a peur d'eux, comme ils ne croient à rien, après la mort, eh ben, ils peuvent finalement se permettre de tout faire. Donc il y a une question de confiance qui est derrière cette question de l'athéisme. Alors donc ces religions civiles, dans ce sens très précis. Maintenant, je ne jurerai pas qu'à aucun moment la morale laïque, la morale de cet État enseignant n'ait jamais été ou ne se soit jamais présentée à son tour comme une religion civile. Bon, j'ai essayé de... Enfin, il me semble que là, il y a eu des moments, il y a eu des interprétations aussi différentes, si vous voulez. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la morale laïque avait voulu avoir un caractère inclusif, hein, ce que j'appelle un caractère inclusif. D'ailleurs, de ce point de vue-là, moi, j'accepte l'adjectivation de la laïcité. Je ne suis absolument pas hostile à ça. Ça me paraît même nécessaire, dans la mesure où il y a débat sur la laïcité, sur ses représentations sociales. Je ne vois pas au nom de quoi on se priverait de la décliner, soit à travers des adjectifs, soit à travers des périphrases, etc. Où, là aussi, c'est dans l'opposition, c'est dans le couple que le sens va surgir. Alors c'est un petit peu pareil, si tu veux, à propos de l'abstention, de la laïcité d'abstention au sens de Ricoeur. Bon, je crois que là, il prend les choses dans ce passage que tu connais très mieux que moi, enfin, qui est il en a parlé à plusieurs reprises, mais notamment dans ce recueil d'interviews qui s'appelle La critique et la conviction, donc en 1981, mais il en avait déjà parlé bien avant. Bon, je crois que là, tout simplement, la laïcité d'abstention, quand il
parle de laïcité d'abstention, il a en tête la laïcité du fonctionnaire, si vous voulez. Il a en tête le fait que le fonctionnaire public, il doit absolument s'abstenir de toute visibilité religieuse, de tout signe religieux. Il est ni pour ni contre, et donc il n'en parle pas. Et donc, par extension, à l'école, ça veut dire qu'il y a des questions dont on ne va pas traiter, notamment les questions religieuses, parce qu'elles risquent de diviser, parce qu'elles risquent de ne plus faire l'unanimité. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Bon, moi, je ne sais pas, j'avoue, je suis agnostique là-dessus. Hein. Est-ce que parler de laïcité, d'abstention, ou de neutralité, c'est dangereux ? C'est le garant, je pense, par rapport à des dérives, ça peut être un garant, mais, et je crois que c'est l'apport de Ricoeur, c'est de montrer que ça n'est pas toute la laïcité, qu'il y a à côté de ça une laïcité dite de confrontation, et que tout le problème, c'est de les articuler, justement. Voilà. Merci. Alors, Frédéric, vous avez été interpellé à plusieurs reprises, d'abord par Edouard Plenel sur le caractère pluriel, mais c'est normal. Ensuite, sur la religion, démocratie, république et démocratie, sur les lieux de culte, sur l'université, sur les accompagnatrices, sur l'Europe. Donc, voilà, en quelques secondes, vous avez la parole. Bon, j'ai pas peur, moi. Si j'ai donné l'impression d'avoir peur de quelque chose, je pense pas. Non, si, je crois. Avoir peur de quoi? Bien sûr qu'il ne faut pas avoir peur du multiculturalisme et du pluralisme. C'est pas ça. C'est une question de position. Quand je parle de distinction sphère publique, sphère privée, elle me paraît fondamentale. Je n'ai pas dit que l'affichage religieux, on devait les cacher. Absolument pas, absolument pas. La sphère privée, c'est la sphère de la société. Et je crois qu'il y a une confusion. Vous avez parlé d'espace public, moi j'ai parlé de sphère publique. La sphère publique, c'est la sphère d'application du droit des services publics. L'espace public, et il a été défini dans la loi de 2010. Hein. Oui, dans la circulaire d'application de la loi de 2010, l'espace public, c'est les voies publiques et les espaces ouverts au public, ce qui n'a rien à voir avec la sphère publique. La sphère publique, c'est celle des services publics. L'espace public, il est totalement visible. Et je n'ai absolument rien contre, au contraire, l'affichage religieux, l'expression religieuse dans cet espace public qui est la société. Comme je le disais, la sphère privée n'est pas réduite à la sphère intime. C'est pas je me cache, absolument pas. La preuve, les usagers des services publics ont tout à fait la possibilité d'exprimer d'afficher un signe religieux. Les usagers des services publics, même dans les lieux fermés, donc la prison, l'armée, l'école, peuvent exercer leur liberté de culte parce que la loi de 1905 a permis des aumôneries. Donc il n'y a absolument pas aucune volonté de cacher, bien au contraire. C'est juste de savoir où est-ce qu'on affiche, c'est tout. Donc l'affichage religieux, bien sûr qu'il est public, mais ne confondez pas les activités publiques d'intérêt général qui ne sont pas des activités de service public. Voilà, c'est ça. Donc je suis absolument... Et donc je n'ai pas peur. Je ne pense pas. République et démocratie. Alors, l'Iran est une république. Elle a une unité fondée autour de la religion. L'Angleterre n'est pas une république, c'est une démocratie. Donc la république, il faut vraiment la distinguer de la démocratie. Nous, les progrès démocratiques ont été faits grâce à la république en France. Voilà. Et nous n'avons pas le monopole du respect de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Surtout pas. En revanche, nous avons une organisation juridique différente de protéger la liberté de conscience et la liberté de culte. Dans l'article 1er, il est bien précisé que la France est une république comment laïque, c'est une chose. Et puis aussi démocratique. C'est-à-dire que la république démocratique, dont on demande aux enseignants d'enseigner la valeur, c'est pour ça que vous parlez de neutralité des fonctionnaires, c'est très difficile pour un enseignant d'être neutre. C'est plus facile d'être neutre à la DDE qu'être enseignant. Parce qu'on a une obligation de neutralité en tant qu'enseignant, mais on a, si on regarde le référentiel de compétences, l'obligation de transmettre les valeurs de la République. Donc on nous demande de transmettre, on a une mission qui n'est absolument pas neutre, mais que l'on doit remplir en étant neutre. Voilà, donc ça c'est une question, voilà, c'est très difficile ça à faire. Et moi je travaille beaucoup à l'ESP, avec les futurs enseignants, les futurs CPE, et ça, c'est difficile à faire passer. Et on n'a pas soulevé cette question. Vous parliez de la jeunesse, des banlieues de la jeunesse. Mais moi, je connais une autre jeunesse aussi qui va aller dans les écoles. J'ai très peur.
Voilà, parce qu'ils ont peur. Voilà, cette jeunesse-là, les futurs enseignants, les futurs chefs d'établissement, les futurs profs, les futurs CPE sont totalement perdus sur cette question de neutralité, sur cette question de qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je m'arrête, etc. Pour revenir sur la République démocratique, une République peut ne pas être démocratique, l'Iran. Et on ne peut pas dire qu'elle n'est pas une république. Elle a l'unité, la République, la chose commune. L'unité se fait autour de la religion. L'Angleterre, l'Espagne, ce sont de fabuleuses démocraties qui ne sont pas des républiques. Donc c'est pour ça que dans le discours, et je crois que votre discours, il est plus démocratique, ou du moins il a certains aspects beaucoup plus démocratiques que républicains. Quand vous parlez de démocratie participative, etc., c'est l'aspect démocratique. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il fallait faire la distinction entre les deux. Non, ça ne vous convient pas. Non, mais je finis avec ça. Dit que la République française, elle, est démocratique. Oui, c'est pas l'Iran. Et si vous voulez, la République française, malgré les différences, elle est plus proche de l'Espagne et de la Grande-Bretagne que de l'Iran. Oui, par son côté démocratique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Voilà, c'est là où il faut aller. Préciser. Le sens des mots est important. La démocratie, c'est quoi? C'est plusieurs choses, la démocratie. C'est le respect des droits de l'homme, mais c'est aussi la loi du peuple, c'est aussi la possibilité donnée à l'opposition de contester ce que fait la majorité. La démocratie, c'est énorme si on devait la définir. Est-ce que c'est que la démocratie du peuple? Est-ce que c'est la démocratie de la nation? Ce n'est pas pareil. Est-ce que le peuple se prononce par référendum ou la nation par la voix de ses représentants? C'est tout ça, la démocratie. C'est pas républicain, ça. Voilà, donc c'est pour ça, je crois qu'il faut vraiment faire la distinction pour ne pas se tromper de registre quand on parle. Ensuite, sur la question des lieux de culte à l'université. Alors l'université n'est absolument pas un lieu de culte, donc toutes les salles polyvalentes et les salles doivent être affectées à l'intérêt général. Il n'y a aucune raison, aucune justification qu'une salle puisse être affectée pour l'exercice d'un lieu de culte. Tant que l'université n'est pas un service public clos comme le sont certains internats, il n'y a pas de raison, absolument pas, pour qu'une salle soit réservée pour un lieu de culte, les étudiants ayant la possibilité d'exercer leur culte dans les édifices cultuels. D'ailleurs, on oublie beaucoup. Ils ne sont pas exclus. Oui, mais l'université. Vous avez peut-être raison pas juridiquement, mais pragmatiquement, en regardant les faits réels, les musulmans, bon, si pour certains qui sont très observants, comme on dit, oui. Il faudrait qu'ils fassent 5 prières par jour. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas possible, Oui, donc ils le font pas. C'est un petit peu comme les menus. C'est-à-dire que si on va dire s'il y a du porc, on s'en fout, bah, ils iront pas. Alors, du coup, les familles ne mettent pas leurs enfants à la cantine. Absolument. Il y a exclusion. Oui. Moi, j'avais une fille allergique, je ne l'ai pas mis à la cantine, je me suis arrangée autrement aussi. C'est ce que je disais. Bah oui, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a bien expliqué qu'on n'avait pas le droit, l'usager ne peut pas arguer de son appartenance religieuse pour se soustraire à la règle commune. Et dans les règles de l'université, il n'y a absolument pas de possibilité pour qu'une salle affectée à l'intérêt général le soit à un culte. C'est interdit, ça. Il y a eu des arrêts, notamment à côté de Versailles, sur l'Académie de Versailles, où le Conseil d'État a été amené à se prononcer dans ce sens-là, sur cette question-là. Je ne sais pas si vous bougez, après c'est une question voilà, mais l'état du droit, c'est celui-là, la laïcité commande cela. Sur l'Europe, alors la Cour européenne des droits de l'homme, ah oui, les accompagnatrices. Alors vous voyez, c'est marrant, c'est les accompagnatrices. Alors la ministre a parlé de maman. Voilà, les hommes ne sont pas là pour accompagner. Sur cette question, et oui, mais c'est malheureux. Et oui, on ne vise que les femmes. Alors, d'un point de vue juridique, ce que je dirais, c'est que on a essayé en droit de justifier la neutralité qu'on pourrait imposer aux adultes accompagnateurs, aux parents accompagnateurs des sorties scolaires. On a invoqué la théorie des collaborateurs occasionnels du service public. C'est vrai que ça pouvait être une voie pour le faire. Mais on nous a rétorqué, ou on peut nous rétorquer, que cette théorie, n'ayant été
n'ayant émergé, n'ayant été consacrée par le Conseil d'État que pour une question de responsabilité, effectivement, elle ne pouvait pas s'appliquer à cette cas-là. Si ce n'est quand même que le parent accompagnateur qui subit un dommage lors d'une sortie scolaire se verra appliquer pour ce cas-là la théorie des collaborateurs occasionnels, ce qui est quand même totalement illogique. C'est totalement illogique en droit. Moi, je suis pour appliquer la neutralité aux parents accompagnateurs dans la mesure où ils sont associés à une activité d'enseignement. Donc, ils sont associés au service public. Voilà, c'est ma position. Voilà. Voilà. Et il ne faut surtout pas parler de maman. Voilà, ce sont des parents qui accompagnent une classe entière et qui sont associés à un enseignant. L'Europe. Alors, l'Europe. La Convention européenne des droits de l'homme a consacré donc la liberté de conscience, la liberté de culte, qu'on oublie trop souvent quand on parle de liberté religieuse. Je voudrais quand même rappeler que la loi de 1905 a pour objectif la liberté de culte. Et là, elle se retrouve dans la société. Dans la liberté de culte, il est effectivement permis alors déjà de se former en un culte, ensuite d'exercer son culte à l'intérieur des édifices cultuels, à l'extérieur des édifices cultuels. Donc il y a tout un régime des manifestations, des processions. Elle est là, la visibilité des croyants. C'est organisé absolument par le droit depuis très très longtemps. La Cour européenne donc, laisse une large marge de manœuvre aux États pour respecter les engagements qu'ils ont pris lorsqu'ils ont signé la Convention européenne des droits de l'homme. Donc cette large marge de manœuvre, elle est importante dans la jurisprudence de la Cour européenne, et c'est à ce titre-là que la Cour européenne a toujours validé le principe de laïcité français, qui est le choix français pour effectivement protéger et garantir la liberté de conscience et la liberté de culte. Pourquoi est-ce qu'elle, vous semblez douter, peut-être qu'un jour elle reviendra là-dessus. Alors il me semble... Oui, d'accord. Mais là, on n'est pas sur du service public. Donc je reste sur la question de la laïcité. Je l'ai dit, ça ne s'applique qu'au service public, la laïcité. Ça ne s'applique pas ailleurs. Pour revenir sur cette marge d'appréciation, la Cour européenne, dans sa jurisprudence, prend en compte divers critères pour alourdir son contrôle. Et notamment, un des critères, c'est l'existence d'un dénominateur commun dans les systèmes juridiques des États. Voilà. S'il y a un dénominateur commun, elle va renforcer son contrôle. S'il n'y a pas de dénominateur commun, elle relâchera son contrôle. Alors effectivement, la France est une exception au niveau de la laïcité, comme elle l'est sur beaucoup d'autres termes. Et donc, comme ce n'est pas un dénominateur commun, moi je pense que la marge d'appréciation sera toujours grande, donc son contrôle moins poussé. Bien, Edwy Plenel, est-ce que la République peut se passer une religion civile ? Portalis, qui était le rédacteur du Concordat, disait qu'effectivement, la loi peut contraindre les corps et seule la religion peut convaincre les cœurs. Alors, est-ce que la République peut se passer de religion civile ? Quand on voit d'ailleurs en Belgique, par rapport à une série de lois sur les mœurs, des progrès, enfin des avancées considérables par rapport à la France. Donc, est-ce comme ça ? Et puis, deuxième question par rapport à la démocratie, à la délibération. Ton point de vue. La question du professeur Miaille rejoint une partie de ce que je dis dans Pour les musulmans, où j'évoque la lecture de la Révolution française par ce chrétien de gauche qui était Henri Guillemin et qui, comme chacun sait, a accompagné tous les combats fondateurs des progressistes depuis au XXe siècle et qui était, comme vous savez, très apprécié du premier président de gauche de la Ve République, François Mitterrand. Et Henri Guillemin, notamment dans Silence aux pauvres, et c'est mon fil, j'y reviendrai, c'est la question sociale, la question du peuple, la question du n'importe qui. Dans Silence aux pauvres, oppose, et cela est assez documenté, y compris sur ce qui s'est joué en Vendée, ce qui s'est joué à Nantes, oppose, au-delà de Voltaire et Rousseau, oppose au fond un monde socialement privilégié, devenu libre penseur, sorti de l'obscurantisme, ayant trouvé les Lumières, mais qui a peur de la populace, qui a peur du peuple, qui a peur des bras nus, qui a peur de l'imprévisibilité du peuple
qui met à l'agenda des questions qui vont déranger, des statuts sociaux, des richesses acquises, qui va s'occuper de l'égalité jusqu'au bout, par exemple avec les femmes, pour les femmes, jusqu'au bout, par exemple pour les Noirs et l'esclavage, etc., etc. Par rapport à des libres penseurs qui pouvaient être aussi, dans ma ville de naissance, négriers, qui pouvaient avoir aussi fait leur fortune sur le commerce triangulaire, sur l'exploitation de Saint-Domingue, devenu Haïti depuis, et ainsi de suite. Et donc, quand il rappelle ça, Guillemin dit, au fond, Robespierre a signé son arrêt de mort le jour de la fête de l'être suprême. Alors, la fête de l'être suprême, c'est quoi comme, au fond, intuition de Robespierre? C'est que le peuple est en train, il faut arriver à... Le peuple, il est comme il est. On en revient à notre problème. Le peuple, il est comme il est, le soupir de la créature sans espoir dont parlait Marx, qui est la vraie sens de l'opium du peuple. Il est comme il est, le peuple. Il est opprimé, il a ses problèmes de fin de mois, voire de misère, voire de difficultés, d'éducation des enfants. Il n'est pas... Voilà. Et le peuple, il est comme il est. Alors comment on le fait venir au banquet pour qu'après, il fasse chemin vers les Lumières? Et donc, en effet, dit Robespierre, dans ce culte de l'être suprême, il nous faut une spiritualité commune. Que le peuple ait cet horizon d'espoir, d'espérance, la petite fille espérance dont parlait Péguy, dont on peut dire tout ce qu'on veut, sauf qu'il ne fut pas républicain. Et donc, pour moi, il y a en effet une question posée qui n'est pas celle d'une religion étatique, d'un dogme. Évidemment, je le redis, la liberté de conscience vaut pour les non-croyants et pour l'athéisme, etc. Mais nous refusons que tout dogme s'impose à nous. Autrement, comment on combattrait Daesh si on accepterait qu'un dogme nous tombe d'en haut et décide de faire le tri entre nous, entre les mal-pensants, les bien-pensants, etc. Mais en revanche, il y a cette idée de retrouver, et c'est ce que je mets derrière le mot laïcisé d'imaginaire, on pourrait dire un idéal. Edgar Morin, quand il fait le bilan du communisme, il dit que c'était une religion de salut terrestre, avec y compris ses clercs et ses tribunaux d'inquisition. Mais comment retrouver, dans la débâcle de certains idéaux progressistes du XXe siècle, à nouveau un idéal commun, et non pas une crispation, et non pas un sentiment de citadelle assiégée qui épouse le changement de notre propre relation au monde? Car c'est vrai que les 5 siècles où nous avons dicté notre loi au monde dans un rapport du fort au faible sont terminés. L'heure de nous-mêmes a sonné, disait Aimé Césaire dans sa lettre à Maurice Thorez. Ils font chemin, les autres peuples, vaille que vaille, avec des révolutions, des contre-révolutions, des régressions, des dictatures, des émancipations. Mais ils font leur chemin comme nous, on a fait le nôtre, et ça a mis du temps. Et donc nous ne sommes plus dans ce rapport d'au-dessus. Ce que nos dirigeants ont compris dans leur expression de 2003, face à la vague idéologique qui, aujourd'hui, a continué et risque de nous emporter et traverse la droite comme la gauche. Quand Dominique de Villepin s'exprime en notre nom, au nom d'un vieux continent, d'une vieille république, d'une vieille démocratie, et il dit qu'on a appris, nous, l'hubris de la puissance, qu'on a appris à prendre conscience de la fragilité du monde, qu'on n'est plus dans cet aveuglement-là. Nous nous retrouvons dans ce discours qui était celui de la présidence de Jacques Chirac. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec certains de nos gouvernants actuels venus de l'autre famille politique, nous n'aurions pas eu le discours inverse. De suivre cette catastrophe qui, je le rappelle, est au cœur de la production de l'État islamique. D'où il vient l'État islamique? De la destruction de l'État irakien. Du fait de plonger ce pays dans une guerre de religion entre chiites et sunnites, comme entre protestants et catholiques, au cœur du XVIe siècle. Époque de Renaissance, ombre et lumière. Et donc, nous sommes comptables de ces aveuglements-là. Et si nous continuons à donner la main à cette même idéologie que j'appelle la politique de la peur, ayez peur et je m'occupe du reste, cette idéologie néoconservatrice qui traversait aux États-Unis démocrates et républicains, comme elle peut traverser gauche et droite ici. Donc, bien sûr, je plaide, comme Jaurès, pour cette idée que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, il y a un imaginaire commun. Vous connaissez la fameuse phrase de Jaurès, « La justice étincelle divine qui rallumera tous les soleils ».
étincelle divine. Et vous savez que dans sa vie privée, Jaurès vivait en relation avec sa femme, sa fille avait été baptisée, et Dieu sait si les réactionnaires le lui reprocheront, et avec cette idée d'une spiritualité qu'on retrouve dans sa thèse, qu'on retrouve, et ainsi de suite. Bon. Et moi, qui suis totalement religieux, qui suis le premier plénel non baptisé, qui n'ai aucun souci de transcendance religieuse, je pense que nous devons avoir cet imaginaire mobilisateur. Comment notre jeunesse, parce que quand même, nous avons été jeunes. Quand on est jeune, on a moins à perdre, on cherche des idéaux, on fait chemin, et le chemin est encore plus difficile quand on vient du peuple. Quand vous regardez la biographie de tous ceux qui furent des assassins, de Mera, des frères Kouachi, de Koulibaly, vous voyez, des jeunes sont cognés à des murs qui étaient plus dynamiques que d'autres, plus intelligents que d'autres, plus audacieux que d'autres, qui pouvaient faire qui du rap, qui de la vidéo, qui de ceci, qui de cela. Et dans leur enfance fracassée, jeunesse fracassée, ni rire ni pleurer comprendre, comprendre n'est pas excuser, vous m'avez bien compris, eh bien, au bout d'un moment, ils cherchent un idéal, et ils vont trouver un idéal de perdition, un idéal de fierté qui sera la rencontre avec une idéologie totalitaire. Donc la question que je nous pose, je ne dis pas à vous, à moi tout autant, c'est comment à notre jeunesse aujourd'hui, on ne lui donne pas un idéal de punition, mets-toi au coin, fais la minute de silence, et si tu ne la fais pas, je t'envoie au commissariat. Ou est-ce qu'on lui crée une dynamique d'idéal commun? Est-ce qu'on fait la pédagogie commune de cet idéal? Et donc, voilà ce que je réponds à votre première question. Ce qui m'amène à la question République-démocratie. J'ai eu déjà ce débat avec Régis Debray, qui est à l'origine de cette distinction très schématique et très normalienne, et qui n'est pas historique. Parce que je rappelle juste que Jean Bobéro le rappelait, vous savez, en 1848, l'aile gauche, la plus à gauche de la République, la plus proche des questions sociales, a des affiches pour une République démocratique et sociale. En 1848. Il faut un siècle pour que la République conquiert ces deux adjectifs et qu'ils soient dans le préambule de notre Constitution, sous la 4e, gardés pour la 5e. C'est ce que j'ai voulu dire en disant la République, c'est le mouvement. Il faut la catastrophe européenne pour qu'on dise la République, il ne suffit pas de la proclamer. La preuve, c'est des républicains qui l'ont assassiné à Vichy les 9 et 10 juillet 1940. Je suis désolé, oui, ils étaient élus républicains. Et la majorité des élus radicaux ou radicaux-socialistes ont voté l'assassinat de la République. Ils n'étaient pas des fascistes. Pierre Laval venait des élites républicaines, il était maire d'Aubervilliers. Donc, il y a cette idée que la République, il faut lui mettre ces deux adjectifs pour la mettre en mouvement. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la République, ce n'est pas un État immobile et un ordre immobile, c'est qu'elle a en son cœur la question sociale. Le n'importe qui démocratique et social. Et c'est cela qui doit être, pour moi, au cœur de notre souci. Et de ce point de vue, j'entends très bien toutes les nuances juridiques que vous faites, et je ne conteste pas là, du tout en termes de droit, de cours de droit constitutionnel, de droit public. Mais moi, je constate, en tant que journaliste, c'est mon travail, la réalité. Le problème n'est pas est-ce qu'une monarchie parlementaire et est-ce qu'une république est de dire la supériorité de l'une à l'autre, c'est l'expérience vécue. C'est le contrôle des gouvernants, c'est la démocratie délibérative, c'est le respect du droit de savoir, c'est la liberté de dire. De ce point de vue, oui, notre démocratie est une démocratie de faible intensité, qui est désertée. Les abstentions, le peuple qui est spectateur, le peuple qui ne se reconnaît plus, du coup la montée d'un rejet, et d'un rejet qui peut nourrir un apolitisme très dangereux. Et donc, face à d'autres démocraties qui peuvent avoir des corrompus, qui peuvent faire des drames catastrophiques, qui peuvent faire des crimes et des erreurs, mais qui rebondissent, et qui rebondissent en sachant mobiliser le peuple. Pourquoi? Parce qu'une culture démocratique, c'est un écosystème qui s'impose à tout le monde, et qui fait que l'on rebondit. Oui, il y a eu un assassinat raciste aux États-Unis. Ce jeune raciste qui a tué des Noirs. Et quand, en même temps, Obama vient pour rendre hommage, il rassemble un pays dans un discours commun, et où il n'a aucune gêne, en tant que président d'une république américaine, des États-Unis d'Amérique, pour
communier dans un chant qui n'est pas n'importe lequel, qui est un chant d'un religieux devenu anti-esclavagiste. C'est ce moment Amazing Grace que vous avez pu voir. Donc il rassemble, il fait du commun. Tous ceux qui me moquent, tous ces discours que je fais depuis maintenant 1 an, ceux qui me moquent disent le prêche du Père Plenel. Bon. Mais parce que je pense qu'il faut arriver, ce n'est pas le moment, il faut arriver à se rassembler. Ce n'est pas le moment de la guerre, de rajouter de la guerre, de rajouter du conflit. Et c'est là où j'en viens à la question des universités. Je suis évidemment en désaccord avec vous. Je suis en désaccord avec à la fois sur les universités et sur les sorties scolaires. J'ai rencontré ces collectifs qui s'appellent d'eux-mêmes Maman tout égale, à Montreuil, au Blanc-Ménil. J'ai rencontré ces mamans qui, c'est simple, dans les quartiers populaires, le père travaille et la mère élève les enfants, souvent. Donc, si ce sont des mamans, c'est aussi une réalité sociale. On les convoque à l'école sans problème pour les pâtisseries orientales. Et en revanche, pour la sortie scolaire, on dit là, vous êtes des assistantes publiques, ce qui a été contesté, vous le savez, et il y a une grande lâcheté de ne pas abroger cette circulaire qui laisse justement désemparée. Car la circulaire, si ce n'était pas une circulaire, il y aurait pu y avoir, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, des contestations. Le fait que ce soit une circulaire est un piège pour l'encadrement enseignant, qui est livré à sa propre sensibilité. Et j'ai entendu des témoignages. Une déléguée FCPE, elle porte le foulard, elle est à la FCPE, et elle est déléguée du conseil de classe au conseil d'école, et elle est 10 fois plus investie en citoyenne que certaines féministes qui la regarderont d'en haut. Et à un moment, à l'institutrice qui lui dit « Mais madame, pourquoi vous ne voulez pas enlever votre voile ? Si vous l'enleviez, vous pourriez venir aux sorties scolaires. » C'était une école qui est sectaire là-dessus. Et elle dit « Alors à ce moment-là, madame, mettez vos enfants à une école coranique. » Elle dit « coranique », l'institutrice. Vous voyez le langage, c'est pas une école religieuse. Et avec beaucoup d'humour, cette dame dit « Vous savez ce que j'ai répondu à cette institutrice ? Elle a son foulard apprêté, elle est maquillée, etc. » Elle dit « Mais vous savez, il n'y a pas écrit musulmane là. » Et qu'a-t-elle voulu dire ? Elle dit « Je fais mon choix. Mais mon choix, ce n'est pas un choix imposé à mes enfants. C'est ma croyance. Mais mes enfants, je veux qu'ils fassent chemin avec d'autres. Je ne veux pas qu'ils soient renvoyés. Je veux qu'ils rencontrent d'autres. » Et le deuxième témoignage, c'est une autre maman qui maintenant est dans une école où tout se passe bien, où le corps enseignant a compris et où tout se passe bien. Et elle raconte comment ça s'est passé dans l'école précédente. C'était des petites classes. Elle dit « J'ai jamais dit à mes enfants, c'était avant les attentats de Charlie, j'ai jamais dit à mes enfants pourquoi je ne pouvais pas venir aux sorties scolaires. Et vous savez pourquoi je ne leur ai pas dit ? Parce que je ne veux pas qu'ils deviennent des méras. Je ne veux pas qu'ils aient au cœur ce sentiment qu'ils ont été marqués tout enfant à cause de l'origine, à cause de la croyance, à cause de l'identité de leur famille. » Et c'est là qu'elle dit, et j'ai souvent repris cette formule qui est, comme vous le savez, du dramaturge Max Frisch, pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Si nous ne sommes pas attentifs à ces mécanismes d'exclusion, à ces mécanismes de rejet au nom de l'origine, je suis désolé et je prends date, la famille progressiste sera dévorée par la famille réactionnaire détenant des identités d'exclusion. Et ce que nous voyons dans l'évolution de certaines personnes, autant que je sache, où était Robert Ménard il y a 20 ans ? Où était Alain Finkielkraut quand il écrivait Le Juif imaginaire ? Où était Michel Onfray ? Et ainsi de suite. Ces évolutions, comme pendant les années 30, vous continuerez à les voir. Et de ce point de vue, nous en rendrons compte dès ce week-end à Mediapart en lançant une alerte. Lundi soir, en effet, un cercle très laïque, militant, compte remettre le Grand Prix de la laïcité au président de l'IUT de Paris 13. Je rappelle juste que les poursuites contre cet enseignant sont faites par le président de l'université Paris 13, qui, autant que je sache, n'est pas un musulman, il a déposé une main courante, il y a le soupçon d'une affabulation et de tapis de prière qui auraient été ajoutés. Et donc, je le redis, attention, je sais que le Premier ministre va venir à cette soirée, va lui-même épouser cette idée que voilà notre héros. Et attention, je mets en garde, encore une fois, sur une laïcité qui ne sera pas de combat, mais qui sera d'exclusion et qui ne dressera aucune barrière contre Marine Le Pen et contre d'autres. Car le peuple
préférera toujours l'original à la copie, vous le savez. Et en revanche, j'aurais aimé qu'il y ait un prix de la laïcité pour un héros, 2 héros, un héros décédé et un héros vivant. Car après tout, nous avons vécu un drame dans notre pays cette année. Quel est le gardien de la paix française, de la République, de la sécurité française, qui a donné sa vie sans se protéger, qui a été exécuté? Ahmed Merabet. Ahmed Merabet, policier, gardien de la paix, républicain, français, musulman de foi, qui a donné sa vie pour Charlie Hebdo. Lors de ses obsèques le mardi suivant, sa mère, ses sœurs étaient avec le foulard de leur croyance. C'est notre France, Ahmed Merabet. Mais mieux encore, qui est le héros de ces 3 jours? Celui qu'on devrait brandir au lieu de se lamenter et de se mettre en guerre les uns contre les autres. Celui qui a simplement dit « nous sommes tous frères », qui n'a pas calculé, qui est arrivé en France, soutenu par le réseau Éducation sans frontières, sans papier, qui l'a aidé à faire sa scolarité. Lassana Bathily, malien, noir de peau, musulman de foi. C'est lui qui a sauvé la majorité des otages à l'hypercacher. C'est lui qui, après que nous ayons un peu protesté sur les réseaux sociaux, a obtenu cette nationalité française qu'on lui avait refusée l'an passé. Ce sont des héros qui se sont battus réellement pour notre nous, non pas pour nous diviser au nom de l'origine et de la religion. C'est eux que nous devrions brandir. C'est eux dont nous devrions faire les héros des forces de progrès, des forces qui veulent s'adresser à tout le monde, mettre en mouvement tout le monde. Car sur cette question des salles de prière, et j'en terminerai par cela, quand on a commencé à ethniciser la question sociale, à ne plus vouloir voir des ouvriers mais à mettre des musulmans, à ne plus vouloir voir des jeunes mais à mettre des beurs, ça s'est passé quand? Et vous vous le rappelez, 82-83, quand ces jeunes font la marche pour l'égalité et contre le racisme, soutenus, faut-il le rappeler, par un prêtre et un pasteur. On l'appelle comment cette marche depuis? La marche des beurs, des rebeux, des arabes. C'était un sursaut d'égalité. C'était le moment où, dans cette immigration postcoloniale, les démographes le savent, on basculait, où ceux qui étaient nés en France devenaient majoritaires. Et donc ceux qui étaient nés en France disaient « on est là, et on veut être au banquet, l'égalité. On ne veut pas être des rebeux, on ne veut pas être renvoyés à notre origine, on est des citoyens. » Hop! Et comme vous le savez, avec une grande brutalité, ils ont été effacés et remplacés par l'instrumentalisation politicienne de la lutte contre le racisme avec SOS Racisme. Aucun d'entre eux n'ont été des acteurs après, tous ont été mis de côté. Mais au même moment, et il faut nous le rappeler quand même, la Ligue de l'enseignement a au cœur les universités populaires, s'adresser au peuple. Que s'est-il passé? Il y a des grandes grèves ouvrières dans l'automobile. Ce sont des grèves avec des revendications ouvrières normales, le salaire, les 3-8, les temps de transport, les conditions de travail. Mais c'est notre classe ouvrière. C'était avant les Bretons, c'était avant les Belges, les Espagnols, les Italiens, l'Europe centrale, et puis après tout le monde, et tout le monde encore dans le cas du monde venu du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, c'est d'il y a bien longtemps. Il y a une tradition de mouvements ouvriers liée à toute cette histoire. Et donc dans leurs revendications, les ouvriers, pour certains, les 3-8, eh bien oui, ils ont le soupir de la créature sans espoir. Donc ils ont ce qu'ils ont en propre. Et il y en a un qui dit, bah oui, et puis les délégués sont de leur histoire, car il suffit d'aller dans nos usines, regarder les chantiers, regarder qui fait notre classe ouvrière, en grande part. Eh bien, du coup, ils disent, les camarades, là, ils font la prière dans la chaîne de montage, quand ils s'arrêtent à la pause. Il faudrait un petit local pour qu'ils puissent faire proprement la prière. Et rappelez-vous, c'était un brave homme, Pierre Mauroy, que fait-il à l'ombre de la révolution iranienne et de la panique, de sa diabolisation, au point qu'à l'époque, nous soutenions, nous armions jusqu'à la gueule Saddam Hussein, armes de destruction massive comprises, les armes chimiques. Et c'est le début de la catastrophe qui donne les horreurs que nous avons aujourd'hui. Ça se passait au début des années 80. Et que fait le gouvernement de Pierre Mauroy? Il dénonce des grèves islamistes. Et chiites aussi, et en plus chiites, bon, pour le détail. Et donc, on renvoie un peuple ouvrier à son origine. Alors que, et je suis d'accord avec votre interruption,
Les gens doivent pouvoir pratiquer leur culte. Je vous redis le souci du peuple. Le peuple vient comme il est. Quand vous avez dit un mot, madame, vous avez dit « c'est apaisé ». Attention à la paix de l'entre-soi. Attention à la paix des ayants droit. Attention aux pièges redoutables où les anciens parias deviennent parvenus et oublient les parias que furent leurs propres parents et ferment la porte aux nouveaux qui arrivent. Car l'indifférence, ce n'est pas seulement l'indifférence à une partie de notre peuple. Quel est le pays d'Europe qui a été le moins mobilisé pour les migrants? Quel est le pays d'Europe qui a moins tendu la main aux migrants, qui a fait le moins de mobilisation, où le gouvernement chipote sur 24 000 quand l'Allemagne va en prendre 1 million? Quel est le pays d'Europe, je parle de notre continent, madame. Quel est le pays où nous sommes dans cette indifférence des pantoufles, où nous laissons des maires républicains dire qu'ils veulent trier au nom de l'origine, dire « je veux bien en prendre à condition qu'ils soient chrétiens ». Et là, nous sommes au cœur, je suis désolé, il y a un humanisme fondamental et qui est partagé par toutes les espérances qui veulent défendre l'humanité, qui est d'abord cette idée que c'est en faisant chemin vers l'autre qu'on découvre sa propre humanité. C'est en reconnaissant l'autre comme tel et en l'acceptant comme tel qu'on le découvre comme semblable. Et si nous ne sommes pas au rendez-vous de cela, si nous faisons des surenchères sur l'agenda qui nous empoisonne depuis 30 ans, identitaire, autoritaire, inégalitaire, eh bien, oui, nous aurons que nos larmes pour voir la catastrophe pour la République. Merci. Sur toutes ces questions, le débat pourra continuer cet après-midi et demain matin.